Mes parents m'ont mis à la porte parce qu'ils disaient que j'étais un fardeau. Alors que j'errais, je me suis souvenu de l'enveloppe que mon grand-père m'avait dit d'ouvrir, seulement en cas de réel besoin. À l'intérieur se trouvait l'énorme portefeuille d'actions qu'il m'avait laissé. Quand ma famille a été confrontée à une crise financière, ils ont été stupéfaits de me voir arriver avec les actions en main, la personne qu'ils avaient jetée dehors était en réalité l'actionnaire le plus important. J'étais pieds nus sur le porche arrière quand ma mère m'a dit de partir. Le bois froid s'infiltrait directement dans ma peau, comme s'il essayait de mémoriser. La neige n'avait pas encore commencé à tomber, mais l'air avait cette morsure métallique et vive qui précède toujours le moment où l'hiver décide de s'imposer. À l'intérieur de la maison, l'odeur de dinde rôtie et de sucre brûlé d'une tarte trop cuite flottait lourdement, mêlée au son d'une famille qui avait déjà décidé que je n'en faisais plus partie. La voix de mon père était calme quand il l'a dit, ce qui, d'une certaine manière, faisait plus mal que s'il avait crié. Il a dit que j'avais presque 30 ans et que je n'avais toujours rien à montrer. Ma mère a hoché la tête, les bras croisés, le regard vide, et a ajouté le mot qui allait résonner dans ma tête pendant des années. Fardeau, c'est comme ça qu'il m'appelait. Pas en difficulté, pas perdu, juste un fardeau. Un poids qu'il déposait enfin. Quand la porte s'est refermée derrière moi, elle n'a pas claqué. Elle a cliqué. Doucement, définitivement, délibérément, comme un verdict. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, écoutant le bourdonnement de leur cuisine chaude, le cliquetis des couverts, le rire de ma sœur qui filtrait par la fenêtre comme si de rien n'était. Mon téléphone a vibré une fois dans ma main, puis s'est de nouveau tu, la batterie déjà faible, comme s'il savait qu'il ne fallait pas me donner de faux espoirs. Je portais un pull fin, pas de manteau, pas de chaussures, mes orteils engourdis et rouges contre les planches du Porsche. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait être indésirable. Pas en théorie, pas par peur, mais en fait. Et puis, alors que je me tournais pour partir, mes doigts ont effleuré quelque chose de rigide à l'intérieur de mon sac. Du papier, une enveloppe, épaisse, jaunie sur les bords, celle que mon grand-père m'avait dit de n'ouvrir que lorsque j'en aurais vraiment besoin. Je ne l'ai pas ouverte cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Pas encore. Parce que s'il n'y avait rien à l'intérieur, je n'étais pas sûr de survivre en sachant cela aussi. Je me suis éloigné en voiture de la maison où j'avais grandi, le chauffage soufflant inutilement de l'air froid qui sentait légèrement la poussière. La rue était bordée de lumière de fête, chaque fenêtre brillant de chaleur, des familles rassemblées autour de tables, des rires se déversant dans la nuit. J'ai gardé les yeux sur la route parce que si je regardais quoi que ce soit de tout cela trop longtemps, je risquais de m'arrêter et de pleurer d'une manière dont je ne me remettrai jamais. Je m'appelle Claire Whitmore. J'avais 29 ans cet hiver-là. J'avais un diplôme que mes parents n'avaient jamais jugé assez pratique. Un travail qu'ils considéraient comme temporaire même si je l'occupais depuis des années, pas de conjoint, pas d'enfant, pas de maison à moi. À leurs yeux, cela faisait de moi une personne inachevée. Selon leurs propres mots, cela faisait de moi un échec. La dispute de cette nuit-là avait commencé comme toutes nos disputes, calmement et poliment, avec des critiques déguisées en sollicitude. Ma mère a demandé si j'avais encore réfléchi à l'idée de revenir vivre à la maison de façon permanente. Mon père a demandé si j'avais envisagé de postuler dans une vraie entreprise au lieu de l'organisation à but non lucratif pour laquelle je travaillais. Ma sœur a levé les yeux au ciel quand j'ai dit que j'étais heureuse. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Le bonheur était la seule chose que je n'avais pas le droit de revendiquer sans permission. Puis mon père a parlé d'argent. Il le faisait toujours. Il a dit que l'entreprise familiale était sous pression, que l'économie n'était pas indulgente, qu'il fallait faire des sacrifices. Il a suggéré nonchalamment que je pourrais contracter un prêt en mon nom pour les aider à traverser une période difficile, juste temporairement, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Quand j'ai hésité, quand j'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, la température dans la pièce a chuté. Ma mère m'a accusé d'être égoïste. Mon père a dit que je prenais à la famille depuis des années et que je ne donnais jamais rien en retour. Il a énuméré tout ce pourquoi ils avaient payé, comme si l'amour venait avec des reçus. Je leur ai dit que je ne pouvais pas le faire, pas sans comprendre ce que je signais. C'est à ce moment-là qu'il s'est levé et m'a dit de sortir. J'ai dormi dans ma voiture cette nuit-là, garée derrière une épicerie fermée, enveloppée dans une écharpe que j'avais trouvée dans le coffre. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de ma mère dire que j'étais un fardeau. Mon père disant que je ne m'en sortirais jamais seul.
Vers 4 heures du matin, quand le froid est devenu insupportable, j'ai de nouveau fouillé dans mon sac et j'ai senti l'enveloppe. Je me suis souvenu du jour où mon grand-père me l'avait donnée. J'avais peut-être 12 ans, assise à sa table de cuisine, balançant mes jambes parce qu'elles n'atteignaient pas tout à fait le sol. Il a glissé l'enveloppe vers moi sans cérémonie. Ses mains étaient stables, ses yeux sérieux d'une manière qui m'a fait me redresser instinctivement. Il m'a dit de ne pas l'ouvrir à moins de n'avoir pas d'autre choix, pas par curiosité, pas par peur, seulement quand j'en aurais vraiment besoin. Je lui ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a souri, un sourire doux et triste, et a dit, « La liberté, si tu es assez courageuse pour l'utiliser. » Mes parents ne l'ont jamais aimé. Ils disaient qu'il était secret, têtu, mauvais avec l'argent. Ils disaient qu'il avait gâché son potentiel et vécu trop modestement. Après son décès, ils l'ont à peine mentionné, sauf pour se plaindre qu'il n'avait pas laissé grand-chose derrière lui. Au matin, j'étais engourdi d'une manière qui n'avait rien à voir avec le froid. J'ai conduit jusqu'à un dîner en périphérie de la ville et j'ai commandé la chose la moins chère du menu. Une tasse de café que je tenais entre mes mains comme si c'était la dernière chose chaude sur terre. L'enveloppe reposait dans mon sac, lourde et insistante. Je l'ai ouverte là, dans une banquette en vinyle craquelé, sous des néons vacillants, avec des inconnus qui mangeaient des pancakes autour de moi et sans la moindre idée que ma vie était sur le point de basculer. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres. Pas au début. C'était un dossier. Dedans, des documents, des certificats, des relevés, des noms que j'ai reconnus immédiatement, des entreprises que tout le monde reconnaissait. Le genre de nom que l'on entendait aux informations quand les marchés bougeaient ou que des accords étaient annoncés. Des actions de premier ordre, des parts détenues à long terme, certaines dans des entreprises qui avaient doublé, triplé, grandi tranquillement pendant des décennies. Et puis, vers la fin, un nom familier, Groupe Industriel Whitmore, l'entreprise de ma famille. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai dû poser les papiers. J'ai fixé les chiffres, mon cerveau refusant de les traiter, mon cœur battant dans mes oreilles. Ce n'étaient pas des participations symboliques. Elles n'étaient pas sentimentales. Elles étaient substantielles, dominantes, suffisantes pour compter. Au fond du dossier se trouvait une note écrite de la main soignée de mon grand-père. « Claire, si tu lis ceci, c'est que tu en as enfin eu besoin. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de tout, mais j'ai pu me préparer. Ces actions sont à toi. Pas pour punir, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour que personne ne puisse plus jamais décider de ta valeur à ta place. » Je suis restée assise là jusqu'à ce que la serveuse vienne remplir mon café et me demande si tout allait bien. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. À midi, mon téléphone avait repris vie assez longtemps pour que je voie une série d'appels manqués de ma mère. Pas de messages, pas d'excuses, juste du contrôle, me tendant la main par habitude. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier dont j'ai trouvé le nom grâce à une recherche discrète, quelqu'un spécialisé dans les actifs patrimoniaux et les participations à long terme. Son bureau ne ressemblait en rien au tour de verre que mes parents aimaient. Il était modeste, professionnel, calme. Quand j'ai posé le dossier sur son bureau, il est resté silencieux d'une manière qui n'était pas moralisatrice, juste respectueuse. « C'est authentique », a-t-il dit après un long moment. « Et c'est significatif. » Je lui ai posé une question, la seule qui comptait. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre pouvait y toucher. « Non », a-t-il dit, « à moins que vous ne le décidiez. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose que mes parents n'avaient jamais prévu. Quand ils m'ont mise à la porte, ils pensaient me couper les ponts. Ils pensaient que je reviendrais en suppliant. Ils me croyaient sans pouvoir. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de me donner le silence. Et le silence, j'allais l'apprendre, était une forme de pouvoir qu'ils ne pouvaient pas combattre. J'ai quitté son bureau cet après-midi-là et j'ai traversé la ville, mon manteau zippé jusqu'au menton, le dossier glissé sous mon bras. Je n'étais pas en colère, pas encore. Je ne complotais pas. Je ne célébrais pas. J'étais stable. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin qu'il croie en moi. Je n'avais rien à prouver. J'avais juste besoin d'attendre. Parce que quelque part en ville, ma famille paniquait déjà, réalisant déjà que l'argent ne bougeait pas comme il le devrait. Sentant déjà la pression des banques et des partenaires qui voulaient des réponses,
et ils n'avaient aucune idée que la personne détenant ces réponses était la même que celle qu'ils avaient qualifiée de fardeau et envoyée dehors dans le froid. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé sur le canapé d'une amie, l'enveloppe posée par terre à côté de moi, j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. Ils pensaient avoir mis fin à mon histoire. Ils avaient tort. Ils venaient à peine de tourner la page. Je n'ai dit à personne où j'allais. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon ami avant le lever du soleil. L'appartement était calme et sombre, la ville dehors silencieuse de cette manière rare qu'elle n'est qu'avant que les gens ne commencent à exiger des choses les uns des autres. Pendant quelques secondes, j'ai tout oublié. Puis le poids est revenu. La dispute, le mot, fardeau, l'enveloppe sur le sol à côté de mon sac, exactement là où je l'avais laissé. Je me suis assise lentement, en faisant attention de ne pas réveiller mon ami, et j'ai repris le dossier. Le papier était plus épais que celui des certificats d'action normaux, le genre d'épaisseur qui le rendait permanent, réel, pas quelque chose qui disparaissait quand on clignait des yeux ou qu'on espérait trop fort. Je l'ai feuilleté une fois de plus lentement cette fois, me forçant à vraiment lire au lieu de paniquer. Ce n'étaient pas des dons récents. Ces actions s'étaient accumulées pendant des décennies. Réinvestissement de dividendes, détention à long terme, croissance tranquille. Mon grand-père n'avait pas été négligent ou chanceux. Il avait été délibéré, patient, stratégique d'une manière que mes parents ne l'avaient jamais été. Mes parents aimaient le succès bruyant, les titres, les voitures, les apparences. Mon grand-père aimait le temps. À 8 heures, j'entrais dans le bureau du conseiller que j'avais rencontré la veille. Il s'appelait Daniel Moore, la cinquantaine, voix calme, le genre d'homme qui ne se précipitait pas même quand les choses étaient urgentes. Son bureau sentait légèrement le café et les vieux livres. Quand je me suis assise en face de lui, il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il m'a demandé ce que je voulais comprendre. J'ai besoin de savoir ce que cela signifie vraiment, ai-je dit, en faisant glisser le dossier sur son bureau. Pas émotionnellement, légalement. Il a hoché la tête une fois et a tourné les pages, déjà familier avec la plupart d'entre elles depuis notre première rencontre. Il a allumé un écran à côté de lui, tapant tranquillement, ses doigts stables. Je l'ai regardé travailler et j'ai réalisé à quel point c'était différent de parler à mes parents. Il n'y avait aucun jugement dans sa posture, aucune impatience, juste de la concentration. Ces actions vous donnent des droits de vote, a-t-il dit finalement. Pas seulement une valeur financière, de l'influence. Dans plusieurs cas, une influence significative, il a pointé une ligne en particulier. Groupe industriel Whitmore. Celui-ci, a-t-il dit en tapotant doucement l'écran, va compter très bientôt. J'ai senti mon estomac se nouer. Parce que c'est l'entreprise de ma famille. Parce qu'elle est sous pression, a-t-il corrigé. Les banques n'aiment pas l'incertitude, et en ce moment il y en a beaucoup. Je n'avais pas regardé les nouvelles depuis la nuit où j'ai été mise à la porte. J'avais été trop occupé à survivre. Daniel a légèrement tourné l'écran pour que je puisse voir les titres des journaux sur les retards de livraison, le resserrement des liquidités, les discussions sur la restructuration. Rien de catastrophique pour l'instant, mais assez proche pour sentir la fumée. Ils ne m'ont jamais rien dit de tout ça, ai-je dit doucement. Il ne l'aurait pas fait, a-t-il répondu. Pas s'il ne pensait pas que vous comptiez. Les mots ont frappé plus fort qu'ils ne l'avaient probablement voulu, mais ils sonnaient juste. Mes parents ne m'avaient jamais incluse dans les conversations sur l'entreprise. Ils disaient que ce n'était pas ma place, que je ne comprendrais pas, que ça ne ferait que me stresser. Toutes ces années, ils ne me protégeaient pas. Ils se protégeaient eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Cela dépend de vous, a dit Daniel. Vous pouvez rester silencieuse. Vous pouvez intervenir. Vous pouvez vendre. Vous pouvez conserver. Mais quoi que vous fassiez, cela doit être intentionnel. Intentionnel? Le mot de mon grand-père. En sortant, mon téléphone a vibré. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Un instant plus tard, un SMS est arrivé. Nous devons parler. Pas d'excuses, pas d'inquiétude, juste une exigence. J'ai remis le téléphone dans ma poche et je suis sorti dans le froid. La ville était réveillée maintenant, les gens se précipitant au travail, les voitures klaxonnant, la vie continuant comme si mon monde ne s'était pas fissuré du jour au lendemain.
J'ai trouvé un banc et je me suis assise, laissant le bruit m'envahir pendant que je réfléchissais. Je ne voulais pas de vengeance, pas du genre bruyant. Je ne voulais pas les humilier ou crier des vérités à travers une table de conseil d'administration. Ce que je voulais, c'était de l'espace, de la distance, le contrôle de ma propre respiration. Alors, j'ai décidé d'attendre. Au cours des jours suivants, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas retourné les appels. Je n'ai pas répondu aux messages. J'ai observé à la place. Daniel m'envoyait des mises à jour, courtes et factuelles. Banque demandant des réunions, partenaires hésitants, discussions internes s'intensifiant. Mes parents se démenaient, et ils n'avaient aucune idée pourquoi les choses ne bougeaient pas comme d'habitude. Le 4e jour, ma sœur a appelé. « Où es-tu » a-t-elle demandé, la voix vive, agacée, plus qu'inquiète. « Je vais bien » ai-je dit. Ce n'est pas la question. Maman panique. Papa est sous beaucoup de stress. Tu ne peux pas simplement disparaître. J'ai failli rire. Presque. Je n'ai pas disparu. On m'a dit de partir. Elle est restée silencieuse un moment, puis a soupiré. Tu sais comment ils sont. Ils ne le pensaient pas comme ça. Ils le pensaient toujours comme ça. Je ne peux pas aider pour le moment, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse argumenter. Cet après-midi-là, Daniel m'a appelé à la place. Il cherche l'actionnaire, a-t-il dit. Ma poitrine s'est serrée. Ils savent que quelqu'un a les actions. Ils savent que quelqu'un les détient discrètement depuis des années, a-t-il corrigé. Ils ne savent pas qui, mais ils essaient de le découvrir. J'ai fermé les yeux. Combien de temps ai-je avant qu'il ne fasse le lien? Il a fait une pause. Difficile à dire, mais pas éternellement. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon grand-père. Il était assis à sa vieille table de cuisine, celle avec le bord ébréché et la chaise qui chancelait si on se penchait trop en arrière. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé comme il l'avait toujours fait, comme s'il me faisait confiance pour trouver des solutions par moi-même. Quand je me suis réveillé, je me sentais étrangement calme. Le premier avis officiel est arrivé 2 jours plus tard. Une demande formelle envoyée à tous les principaux actionnaires pour une réunion d'urgence afin de discuter des options de restructuration. Daniel me l'a transmis avec une simple note. C'est le moment. J'ai lu l'email 3 fois, mon cœur battant de plus en plus vite à chaque fois. Il demandait une approbation, un consentement, un accord, des choses que mes parents ne m'avaient jamais demandé de toute ma vie. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai demandé à Daniel de mettre en place une connexion sécurisée pour moi. Pas pour parler, pas pour apparaître, juste pour observer. Le jour de la réunion, j'étais assise dans une pièce calme avec mon ordinateur portable ouvert, l'écran rempli de visages que je reconnaissais des dîners de famille et des fêtes. Des cadres, des membres du conseil d'administration. Mon père à la tête de la table, la mâchoire serrée, la voix contrôlée mais tendue. Ma mère était assise à côté de lui, composée en surface, les yeux fuyant chaque fois que quelqu'un mentionnait des échéances ou des liquidités. Il semblait plus petit que dans mon souvenir. La réunion s'est éternisée. Les discussions tournaient en rond. Des propositions ont été faites et adoucies. Tout le monde jetait un coup d'œil à un espace vide sur l'écran intitulé « Actionnaire principal ». Cette partie n'a pas encore répondu, a finalement dit l'un des banquiers, la frustration perçant dans sa voix. Sans leur approbation, nous ne pouvons pas procéder. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous y travaillons. Je l'ai regardé mentir avec la même confiance qu'il utilisait pour me faire la morale sur l'honnêteté. L'écran a clignoté. Une invite est apparue sur mon ordinateur portable, attendant ma réponse. Approuvé. Refusé. Demander un délai. Mon doigt a plané au-dessus du trackpad. C'était ça. Le premier test. La première fois que mon silence pouvait changer la pièce. J'ai choisi « délai ». Un message simple a été envoyé. Langage neutre. Pas d'émotion. Aucune explication au-delà de la nécessité d'un examen plus approfondi. La réaction a été une confusion immédiate. Des murmures. La tête de mon père s'est redressée d'un coup, ses yeux se plissant comme s'il pouvait voir à travers l'écran et me trouver. Ma mère s'est penchée, lui chuchotant quelque chose d'urgent à l'oreille.
La réunion s'est terminée brusquement. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant à tout rompre. Je ne tremblais pas. Je ne souriais pas. Je me sentais ancré, comme si mes pieds étaient enfin sur un sol solide après des années d'équilibre sur les attentes de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. Appels, SMS, messages vocaux, numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde se souvenait soudain de mon existence. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, je suis allé me promener. L'air était froid, mais il semblait pur dans mes poumons. J'ai croisé des familles se dirigeant vers des restaurants, des couples se tenant la main, des étrangers vivant des vies qui n'avaient rien à voir avec la mienne. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de regarder de l'extérieur. J'avais l'impression de choisir ma propre direction. De retour à l'appartement, j'ai sorti la note que mon grand-père avait écrite et je l'ai relue. Pas pour punir, pas pour prouver quoi que ce soit. Je comprenais maintenant. Il ne s'agissait pas de prendre quelque chose à mes parents. Il s'agissait de refuser de me donner encore. Plus tard dans la nuit, Daniel a envoyé un dernier message. Ils sont déstabilisés et ils ont peur. J'ai fixé les mots, puis j'ai posé mon téléphone et éteint la lumière. Je ne me sentais pas puissante. Je me sentais libre. Et quelque part en ville, dans la maison qui m'avait enfermé dehors, mes parents arpentaient le sol, se disputaient, essayant de reprendre le contrôle de quelque chose qu'ils ne pouvaient plus toucher. Ils ne savaient toujours pas que c'était moi, mais ils étaient sur le point d'apprendre que la personne qu'ils avaient rejetée, ignorée et finalement mise à la porte n'était pas aussi impuissante qu'ils l'avaient cru. Ils m'avaient appris à survivre en silence. Maintenant, le silence leur enseignait tout autre chose. La première fois que j'ai entendu le nom de mon père prononcé par quelqu'un qui n'avait pas peur de lui, cela m'a semblé irréel. C'est arrivé dans le bureau de Daniel. La lumière de fin d'après-midi tombait en biais sur le tapis, des grains de poussière flottant paresseusement dans l'air comme si rien au monde n'allait de travers. Daniel s'est adossé à sa chaise, a croisé les mains et a prononcé le nom de mon père comme on parlerait de la météo. Calme, neutre, sans être impressionné. Il est sous pression, a dit Daniel. Plus qu'il ne le laisse paraître. Je n'ai pas répondu tout de suite. Entendre cette phrase aurait dû me rendre triomphante. Après tout, c'était l'homme qui m'avait dit que je ne m'en sortirais jamais seul. L'homme qui avait fermé la porte derrière moi et était retourné à son dîner sans une seconde pensée. Mais ce que j'ai ressenti à la place, c'était un étrange silence creux. À quel point? Ai-je demandé finalement. Daniel a expiré lentement. Assez pour que les banques ne soient plus patientes. Assez pour qu'une seule approbation manquée puisse changer tout l'équilibre du pouvoir. L'équilibre du pouvoir? J'ai fait tourner la phrase dans mon esprit. Mes parents avaient toujours agi comme si le pouvoir était quelque chose que l'on saisissait à deux mains et que l'on serrait jusqu'à ce qu'il se plie à votre volonté. Titre, autorité, volume. Mon grand-père avait su mieux que ça. Il m'avait appris que le vrai pouvoir attendait. Il observait. Il ne se précipitait pas. Daniel a fait glisser un rapport imprimé sur le bureau. Je l'ai regardé sans le toucher au début. Des projections, des graphiques de flux de trésorerie, une ligne rouge plongeant plus bas que quiconque ne voudrait l'admettre à voix haute. Ils ne sont pas insolvables, a poursuivi Daniel. Pas encore, mais ils sont assez proches pour que la peur guide leurs décisions. La peur? Je connaissais bien ce mot. J'avais vécu dedans la plupart de ma vie, on m'avait appris à le confondre avec le respect. J'ai pris le rapport et je l'ai parcouru. Le nom de mon père apparaissait encore et encore. PDG, négociateur principal, décideur principal. Le même rôle qu'il avait utilisé comme armure à la maison, comme justification pour tout, de son absence à sa cruauté. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Ai-je demandé. Daniel n'a pas hésité. Alors ils continueront à se démener. Ils chercheront un levier. Ils essaieront d'identifier l'actionnaire qui bloque les choses. Et s'ils le font? Ai-je demandé. Il a croisé mon regard. Alors vous devez être prête. Prête? Le mot a résonné alors que je quittais son bureau. Dehors, le ciel s'était assombri, les nuages lourds et bas, menaçant de neiger. J'ai resserré mon manteau autour de moi et j'ai marché sans destination,
mes pensées plus fortes que la ville. J'ai pensé à la première fois que mon père m'avait dit que je n'étais pas faite pour les affaires. J'avais 16 ans, debout dans son bureau, serrant un rapport sur lequel j'avais travaillé toute la nuit parce que je voulais l'impressionner. Il l'a parcouru, a souligné une petite erreur et l'a rejetée sur le bureau. « Tu n'as pas l'instinct pour ça », avait-il dit. « Tu es trop émotive. » Cette phrase m'avait suivi partout, à l'université, dans mes emplois, dans chaque décision où je doutais de moi avant que quiconque d'autre ne le puisse. Maintenant, j'étais là, détenant plus d'influence sur cette même entreprise qu'il ne l'avait jamais su. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un message. Ce silence est puéril. Rentre à la maison et parlons comme des adultes. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai retourné mon téléphone. Elle ne voulait pas une conversation. Elle voulait la conformité. Le lendemain matin, Daniel a appelé tôt. Ils ont commencé à faire des recherches, a-t-il dit. Discrète. Mon estomac s'est noué. Sur l'actionnaire. Oui, ils ont demandé à la banque s'il y avait une quelconque flexibilité, un moyen de contourner le délai, et la réponse a été non. J'ai laissé échapper un lent soupir. Et en interne? Ils se rejettent la faute les uns sur les autres, a dit Daniel. Votre père pense que quelqu'un au conseil d'administration le sape. Votre mère pense que c'est un investisseur externe avec un agenda. J'ai fermé les yeux. L'image d'eux se disputant dans la cuisine m'est revenue en tête, leur voix vive, leur unité se dissolvant dès que le contrôle leur échappait. J'avais déjà vu ça. Chaque fois que les choses tournaient mal, ils se retournaient l'un contre l'autre, puis vers l'extérieur, cherchant quelqu'un pour porter le blâme. Ils n'avaient jamais, pas une seule fois, regardé en eux. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis retourné dans l'ancien quartier de mon grand-père. La maison avait été vendue, rénovée, peinte d'un gris neutre qui lui avait enlevé toute la chaleur dont je me souvenais. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté dans ma voiture, regardant des étrangers se déplacer dans les pièces où je m'étais senti en sécurité. Je ne suis pas allé jusqu'à la porte. Je n'en avais pas besoin. Les souvenirs suffisaient. Je me souvenais de mon grand-père assis à la table, étalant des journaux, entourant des articles avec un stylo. Il m'a appris à lire entre les lignes, à écouter ce qui n'était pas dit, à attendre que le moment soit venu. Les gens se révèlent sous la pression, disait-il. Tout ce que tu as à faire, c'est de prêter attention. Ce soir-là, un autre email est arrivé. Une deuxième demande de la banque, plus urgente cette fois. Le langage était toujours poli, mais le sous-entendu avait changé. Le temps n'était plus abondant. Daniel m'a appelé peu de temps après. Ils insistent davantage, a-t-il dit. Votre délai les a secoués. Bien, ai-je répondu avant de pouvoir me retenir. Il y a eu une pause sur la ligne. Claire, a-t-il dit doucement. Il ne s'agit pas de les punir. Je sais, ai-je dit. Et je le pensais. Il s'agit de clarté. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas de peur, mais de conscience. Chaque décision que j'avais prise me semblait soudain plus lourde, plus délibérée. Je ne réagissais plus. Je choisissais. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Claire, a dit mon père quand j'ai répondu, sa voix contrôlée m'est tendue. Nous devons parler. J'ai failli raccrocher. Presque. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Cette situation avec l'entreprise, a-t-il poursuivi, se hâtant de combler le vide. C'est sérieux. Les familles se serrent les coudes dans des moments comme celui-ci. Et voilà, famille, le mot qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Je suis occupé, ai-je dit calmement. Il y a eu une inspiration brusque de l'autre côté. Occupé? A-t-il répété, incrédule. Avec quoi? Avec ma vie, ai-je dit. Celle avec laquelle tu m'as dit de partir. Silence, épais, inconfortable. Ce n'est pas le moment pour le ressentiment, a-t-il dit finalement. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Je comprends plus que tu ne le penses, ai-je répondu. Il a ricané. Tu ne sais même pas comment l'entreprise fonctionne. J'ai regardé par la fenêtre, observant la neige commencer à tomber, douce et implacable. Tu as raison, ai-je dit.
Je ne sais pas comment tu la diriges. Je sais comment mon grand-père a planifié. Cela a attiré son attention. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il exigé. Ça veut dire que je ne vais pas parler de ça au téléphone, ai-je dit. Et ça veut dire que je ne rentre pas à la maison. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains étaient stables quand j'ai posé le téléphone. Cela m'a surprise. Plus tard dans la journée, Daniel et moi nous sommes revus. Il a exposé les prochaines étapes avec soin. Options, conséquences, lignes que je ne pourrai pas franchir une fois que j'aurai fait le pas. Si vous restez silencieuse beaucoup plus longtemps, a-t-il dit, soit ils s'effondreront, soit ils feront une erreur. Et s'ils font une erreur? Ai-je demandé. Alors la vérité sortira plus vite qu'ils ne sont prêts à l'affronter. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de ma sœur. Papa dit que tu joues à des jeux. Maman pleure. Ce n'est pas drôle. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. Chaque fois que je répondais, je renforçais leur croyance qu'ils pouvaient encore m'atteindre, que je plierais encore. Le silence n'était pas de la cruauté. C'était une limite. 2 jours plus tard, l'annonce est tombée. Une réunion d'urgence des actionnaires prévue dans la semaine. Présence obligatoire. Décision finale. Daniel a transmis l'avis avec une seule ligne. Ils sont désespérés. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant plus vite, non pas de peur, mais d'anticipation. C'était le moment où tout commençait à passer de la tension privée à la conséquence publique. Ce soir-là, en préparant un petit sac, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'avais l'air plus âgé, non pas en années, mais en poids, en présence. La fille qui avait été jetée dehors dans le froid sans chaussures aurait supplié pour être rassurée à ce stade. Elle se serait excusée d'exister. Je n'étais plus elle. Avant de me coucher, j'ai sorti la note de mon grand-père une dernière fois et je l'ai lue lentement. Pas pour punir, pas pour prouver quoi que ce soit. J'ai murmuré les mots dans la pièce silencieuse, les laissant s'installer en moi. Dehors, la neige tombait plus fort, recouvrant la ville d'un silence blanc et propre. Quelque part en ville, mes parents se préparaient pour une réunion qu'ils pensaient déciderait de leur avenir. Ils croyaient encore que le pouvoir appartenait à la voix la plus forte dans la pièce. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. La salle de conférence sentait légèrement le bois poli et l'eau de Colombe chère, le genre d'espace conçu pour intimider avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Je suis arrivé tôt exprès, non pas pour faire une déclaration, mais pour observer. Le pouvoir se révélait toujours dans les moments où les gens pensaient que personne d'important ne regardait. La longue table était vide quand je suis entré. Des chaises en cuir parfaitement alignées, des verres d'eau intacts. Au fond, un mur de verre donnait sur la ligne d'horizon de la ville, grise et nette sous un ciel d'hiver. C'était la pièce préférée de mon père. Il aimait la façon dont les gens s'y tenaient plus droit, parlaient plus bas, s'effaçaient plus vite. J'ai pris un siège à mi-chemin de la table, ni à la tête, ni en marge, un terrain neutre. Au fil des minutes, des voix ont filtré du couloir. Des rires qui sonnaient faux, des chaussures claquant avec une confiance étudiée. Les membres du conseil d'administration sont arrivés en groupe, échangeant des amabilités qui dissimulaient à peine la tension. Je les ai observés attentivement. Certains évitaient de me regarder, d'autres jetaient un coup d'œil dans ma direction, la curiosité vacillant sur leur visage avant d'être masquée par la politesse. Puis mes parents sont entrés. Ma mère est entrée la première, la posture rigide, ses perles parfaitement centrées à son cou. Elle a balayé la pièce automatiquement, comptant les alliés, évaluant les expressions. Quand ses yeux se sont posés sur moi, ses pas ont vacillé pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour que je le voie. Le choc. Mon père a suivi, sa présence remplissant l'espace comme elle le faisait toujours. Il était au milieu d'une phrase, jouant déjà l'autorité, jusqu'à ce qu'il voie où ma mère regardait. Ses mots se sont éteints, sa mâchoire s'est crispée. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » a-t-il demandé brusquement, sans prendre la peine de baisser la voix. Plusieurs têtes se sont tournées. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La chaise à côté de moi a bougé alors que Daniel prenait place calmement, posant son dossier sur la table comme si c'était l'arrangement le plus naturel du monde. « Bonjour » a dit Daniel d'un ton égal. « Pouvons-nous commencer » Le regard de mon père s'est rivé sur lui.
C'est une réunion à huis clos. Daniel a soutenu son regard sans ciller. C'est exact, et elle est invitée. Mon père a ri, un rire bref et sans humour. Par qui? Daniel n'a pas répondu. Il a simplement fait glisser un document sur la table vers le centre. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère s'est approchée, regardant le papier. J'ai observé ses yeux bouger, j'ai vu la couleur quitter son visage, centimètre par centimètre. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Mon père a attrapé le document, le parcourant rapidement, puis de nouveau plus lentement. Ses mains tremblaient très légèrement, mais assez pour que ce soit visible. Qui a autorisé ça? A-t-il exigé? Daniel a croisé les mains. L'actionnaire. Le silence est tombé comme un poids. Mon père m'a regardé alors, vraiment regardé, non pas comme sa fille, non pas comme un problème, comme quelque chose d'entièrement différent. Toi, a-t-il dit, l'incrédulité brisant sa voix. J'ai soutenu son regard calmement. Oui. Le mot a semblé résonner. Un murmure a parcouru la pièce. Confusion, surprise, intérêt. Les membres du conseil se sont penchés plus près de la table, soudainement réveillés. C'est un malentendu, a dit mon père rapidement, se tournant vers eux. Il y a eu une sorte d'erreur administrative. Il n'y en a pas eu, a répondu Daniel. Les actions ont été transférées légalement il y a des années. Elles ont pris beaucoup de valeur depuis. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Transférées de qui? Daniel ne l'a pas regardé quand il a répondu. Votre beau-père. La pièce s'est figée. J'ai presque pu entendre le moment où quelque chose s'est brisé en eux. Le récit auquel ils s'étaient accrochés, les mensonges qu'ils avaient répétés si souvent qu'ils avaient commencé à y croire. Il n'avait rien, a dit mon père d'une voix rauque. Nous nous sommes occupés de ces affaires. Daniel a haussé un sourcil. Vous vous êtes occupé de ce que vous étiez autorisé à gérer. J'ai parlé alors, ma voix stable malgré la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. Il a planifié avec soin, discrètement. Mon père a frappé sa main sur la table. Tu n'as aucun droit d'être ici. J'ai légèrement incliné la tête. J'ai tous les droits, plus que la plupart, en fait. La chaise en face de moi a raclé bruyamment alors qu'un des membres les plus âgés du conseil se penchait en avant. Ralentissons, a-t-il dit. Si ce que Daniel dit est exact, alors elle détient une participation significative. Daniel a hoché la tête. Assez pour bloquer la proposition de financement actuelle. Un autre murmure, plus fort cette fois. Mon père s'est retourné vers moi, la panique perçant à travers sa colère. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Cette entreprise emploie des centaines de personnes. Je comprends exactement ce que je fais, ai-je dit doucement. J'écoute. Ma mère s'est approchée de moi, baissant la voix. Ce n'est pas l'endroit pour un drame familial. J'ai levé les yeux vers elle. Vous l'avez rendu public au moment où vous m'avez mise à la porte. Son visage a rougi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec ça, ai-je répondu. Vous ne vous en étiez juste pas encore rendu compte. Le président du conseil s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous entendre directement l'actionnaire. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je me suis levé lentement, sentant la pièce changer d'atmosphère en même temps que moi. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas souri. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Mon grand-père croyait en la pensée à long terme, ai-je commencé. Il croyait que les gens qui crient le plus fort sont souvent ceux qui cachent le plus. Il n'investissait pas seulement dans des entreprises, mais aussi dans des garde-fous. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Il m'a laissé ses garde-fous. Mon père a secoué la tête. C'est de la manipulation. J'ai soutenu son regard d'un air égal. Non, c'est un héritage. Daniel se tenait à côté de moi maintenant, distribuant des copies des documents pertinents. Les papiers passaient de main en main. Les sourcils se fronçaient. Les chuchotements reprenaient, plus vifs, plus urgents. L'un des membres du conseil a levé les yeux. Pourquoi cela n'a-t-il pas été divulgué plus tôt? Daniel a répondu. Parce que ce n'était pas nécessaire jusqu'à maintenant.
La voix de ma mère tremblait malgré ses efforts pour la contrôler. « Qu'est-ce que tu veux ?» La question flottait dans l'air, brute et exposée. Je l'ai examiné attentivement. C'était le moment pour lequel il m'avait toujours préparé. Le moment de la négociation, le moment où il s'attendait à ce que je demande quelque chose de petit pour pouvoir me rejeter. « Je veux la transparence », ai-je dit. « Je veux une surveillance éthique et je veux que l'accord de financement soit suspendu jusqu'à ce qu'un examen indépendant soit terminé. » Mon père a ri de nouveau, mais cela sonnait fragile. « Tu vas couler l'entreprise par dépit. » J'ai secoué la tête. « Par responsabilité. » Le président du conseil a hoché lentement la tête. « Cela semble raisonnable. » Mon père s'est tourné vers lui. « Raisonnable ? C'est du sabotage. » « C'est de la gouvernance, » a répondu le président. Et franchement, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Le sang-froid de ma mère a finalement craqué. « Tu fais ça parce que tu es en colère. » J'ai croisé son regard, et pour la première fois, j'y ai vu de la peur. De la vraie peur. Je fais ça parce que j'en ai fini d'être invisible. La réunion s'est poursuivie, les arguments tournant en boucle, les alliances changeant en temps réel. J'ai regardé mes parents perdre le contrôle, centimètre par centimètre, non pas parce que quelqu'un les attaquait, mais parce que la vérité refusait de se plier. Au moment du vote, le résultat était clair. L'accord de financement était reporté. Mon père s'est affalé dans sa chaise, fixant la table comme si elle l'avait trahi. Ma mère a rassemblé ses affaires en silence, ses mains tremblant. Alors que les gens commençaient à partir, la pièce bourdonnait de conversations feutrées. Daniel s'est penché vers moi. « Tu as bien géré » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, mon pouls battant toujours la chamade. « Ce n'est pas fini. »« Non » a-t-il convenu. « Mais ça a commencé. » Mes parents m'ont approché près de la porte. « Ce n'est pas fini » a dit mon père doucement. J'ai soutenu son regard sans broncher. « Je sais. » Ma mère a scruté mon visage, quelque chose comme un regret vacillant brièvement avant d'être enseveli sous l'orgueil. « Tu as fait ton choix. »« Oui » ai-je dit simplement. « Je l'ai fait. » Ils sont sortis ensemble, les épaules raides, chuchotant de manière urgente. Pour la première fois, ils ne menaient pas. Ils réagissaient. Je suis resté un moment, seul dans la pièce où j'avais été autrefois rejeté sans une pensée. La ville au-delà de la vitre semblait différente maintenant, pas plus petite, plus claire. Alors que je rassemblais mes affaires, l'un des membres du conseil m'a approché. « Votre grand-père était un homme sage » a-t-il dit. « Il serait fier. » J'ai dégluti, l'émotion me serrant la gorge. Il m'a appris à attendre. Ce soir-là, en retournant dans l'air froid, la neige effleurant mon manteau, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. « Nous devons parler en privé. » J'ai glissé le téléphone dans ma poche sans répondre. Pendant des années, ils avaient contrôlé la conversation en décidant quand elle avait lieu et selon leurs conditions. Ce temps était révolu. Et alors que je m'éloignais du bâtiment, le poids que j'avais porté si longtemps a finalement commencé à se soulever, remplacé par quelque chose de plus calme, de plus stable et de bien plus dangereux pour ceux qui m'avaient sous-estimé. Le contrôle. Le téléphone a sonné juste après minuit, tranchant le silence de mon appartement comme une lame. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Certains instincts sont forgés par des années de répétition. Je l'ai laissé sonner encore et encore. Au 4e appel, la notification de messagerie vocale est apparue. Je ne l'ai pas ouverte. Je connaissais déjà le ton. Urgent, accusateur, teinté de la supposition que je finirais par céder, car je l'avais toujours fait. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fixé le plafond, écoutant le ronronnement du chauffage et les bruits lointains de la ville en contrebas. L'appartement était petit, temporaire, à peine meublé, mais il était calme. Personne ne criait. Personne n'exigeait d'explications ou d'excuses. Rien que cela ressemblait à de la richesse. Plus tôt dans la soirée, Daniel m'avait expliqué les premières retombées de la réunion du conseil. Le financement reporté avait déclenché des alarmes dans tout le réseau de l'entreprise. Les analystes posaient des questions. Les banques étaient nerveuses. L'illusion de contrôle sans effort que mon père avait cultivée pendant des décennies se fissurait, et maintenant mes parents paniquaient. Le lendemain matin,
le nombre de messages vocaux était passé à 9. Il y avait aussi 3 SMS, chacun plus soigneusement formulé que le précédent. Ça n'a pas à mal tourner. Tu es manipulé. Nous sommes toujours ta famille. Je les ai supprimés sans répondre. À midi, Daniel est arrivé avec un mince dossier et une expression que j'avais appris à lire, calme en surface, inquiétude en dessous. Ils ont contacté la banque, a-t-il dit alors que nous nous asseyions l'un en face de l'autre à ma table de cuisine. Ils essaient de contester la validité du transfert d'actions. Je n'ai pas réagi extérieurement, mais quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Sur quel motif? Compétence, influence, coercition, il a fait une pause. Il suggère que votre grand-père n'était pas pleinement conscient de ce qu'il faisait. J'ai laissé échapper un lent soupir. Bien sûr qu'ils le font. Daniel a croisé mon regard. Nous avions anticipé cela. Votre grand-père l'avait anticipé. Il a fait glisser un document vers moi. J'ai reconnu l'écriture immédiatement, l'inclinaison soignée de chaque lettre, la stabilité familière. Il a tout documenté, a poursuivi Daniel. Évaluation médicale, témoins indépendants, examen juridique. Il y a une raison pour laquelle ces actions ont été structurées de cette manière. J'ai passé mes doigts sur le papier, m'ancrant dans la réalité de celui-ci. Ils ne vont pas s'arrêter, n'est-ce pas? Non, a dit Daniel honnêtement. Mais nous non plus. La première lettre officielle est arrivée cet après-midi-là. Papier épais, en-tête coûteux. Un cabinet d'avocats que je reconnaissais des contacts de mon père. Je l'ai lu une fois, puis une autre, absorbant chaque ligne. Elle m'accusait d'agir contre les meilleurs intérêts de la famille. Elle laissait entendre une instabilité émotionnelle. Elle mettait en garde contre les conséquences si je ne renonçais pas volontairement au contrôle. J'ai ri à haute voix, le son sec et sans humour dans la pièce vide. Il pensait toujours que c'était une question de permission. J'ai transféré la lettre à Daniel, puis à l'avocate qu'il m'avait recommandée, Vivant Rhodes. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. N'engagez pas directement la conversation. C'est de l'intimidation. Nous répondons par les canaux appropriés. Le mot « intimidation » m'a hanté plus longtemps que je ne l'aurais cru. Pendant des années, je n'avais pas su comment nommer la pression constante, les attentes changeantes, la punition déguisée en sollicitude. Maintenant, j'avais un nom pour cela. Ce soir-là, je suis allé me promener. Non pas parce que j'avais besoin d'air, mais parce que j'avais besoin de sentir mon propre corps se déplacer dans le monde sans être observé. Les rues étaient glissantes de neige fondue, les lampadaires se reflétant sur le pavé en éclats d'or. En marchant, des souvenirs ont refait surface sans y être invités. Ma mère corrigeant ma façon de parler au dîner. Mon père me rappelant combien tout coûtait. La règle tacite selon laquelle la gratitude était requise, mais l'autonomie interdite. Je me suis arrêté dans un petit parc et je me suis assise sur un banc froid, en resserrant mon manteau. Pour la première fois, je me suis autorisé à ressentir le chagrin sous la colère. Je n'avais pas seulement perdu ma famille récemment. Je l'avais perdu il y a des années, morceau par morceau, chaque fois que l'amour était rendu conditionnel. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Allô? Il y a eu une pause, puis la voix de ma mère, plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Nous devons parler, a-t-elle dit. J'ai fermé les yeux. Vous parlez depuis des années. C'est différent, a-t-elle insisté. Ton père est sous beaucoup de pression. J'ai imaginé le voir arpenter son bureau, aboyant des ordres qui n'avaient plus la même autorité. Moi aussi. Elle a inspiré brusquement. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé les arbres sombres devant moi. Je comprends exactement ce qui est en jeu. Tu n'aimes juste pas que ce ne soit plus toi. Il y a eu un silence sur la ligne. Alors nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. J'ai senti quelque chose en moi s'installer. Solide et inébranlable. Non, vous avez fait ce qui était le mieux pour vous. Sa voix s'est brisée. Tu fais du mal à ton père. J'ai failli rire de nouveau. Vous m'avez appris que les sentiments sont une faiblesse. Rappelez-vous. Une autre pause, plus longue cette fois. Tu fais une erreur, a-t-elle dit finalement. J'en ai fait une pendant des années,
ai-je répondu. Ce ne sera pas celle-ci. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Quand je suis rentré, mes mains tremblaient. Non pas de froid, mais de la libération de quelque chose que j'avais gardé en moi depuis bien trop longtemps. Le lendemain a apporté une escalade. Daniel a appelé tôt. Ils ont déposé une motion d'urgence. Je me suis redressé. Pourquoi? Pour geler tes droits de vote en attendant l'enquête. J'ai fermé brièvement les yeux. Et c'est faible, a-t-il dit. Mais c'est agressif. Ils essaient de vous submerger. J'ai pensé à l'enveloppe que mon grand-père m'avait laissée, aux mots qu'il avait écrits de sa main stable, n'ouvrir qu'en cas de réel besoin. Il ne m'avait pas seulement donné des actifs. Il m'avait donné une armure. Vivant a rejoint l'appel peu après, sa voix calme et précise. Il tente de vous dépeindre comme émotionnellement compromise en raison du récent conflit familial. J'ai laissé échapper un lent soupir. Ce conflit a été orchestré? Oui, a-t-elle dit, et nous pouvons le prouver. Au cours des heures suivantes, nous avons rassemblé des chronologies, des emails, des témoignages, des dossiers financiers, des schémas de comportement qui, une fois exposés, racontaient une histoire bien différente de celle que mes parents essayaient de vendre. En fin d'après-midi, mon salon ressemblait à un centre de commandement. Des papiers étalés sur la table, des ordinateurs portables ouverts, une stratégie se déroulant en temps réel. À un moment donné, Vivant m'a regardé droit dans les yeux. Cela va devenir personnel. J'ai hoché la tête. Ça l'est déjà. Ils pourraient tenter de vous provoquer publiquement ou en privé. Je ne leur donnerai pas ça, ai-je dit, me surprenant moi-même par la certitude de ma voix. Elle a souri légèrement. Bien. Le silence est souvent plus puissant que la défense. Cette nuit-là, la nouvelle a éclaté. Un article est apparu en ligne, des questions vagues mais pointues sur la gouvernance interne, des rumeurs de conflits entre actionnaires, des spéculations sur la stabilité de la direction. Le nom de mon père n'était pas mentionné directement, mais l'implication était claire. Mon téléphone a vibré sans arrêt. Numéros inconnus, emails, messages de parents éloignés qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Soudainement inquiet. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai rouvert l'enveloppe, non pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce que j'avais besoin de m'ancrer. Les mots de mon grand-père m'ont rappelé que cela n'avait jamais été une question de vengeance. C'était une question de choix, de refus d'être contrôlé par des gens qui confondaient domination et amour. Près de minuit, Daniel a envoyé une dernière mise à jour. Les banques tiennent bon, a-t-il écrit. Pour l'instant. J'ai répondu par un simple accusé de réception, puis j'ai éteint mon téléphone. Je suis resté près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en bas. Chacune représentant une vie épargnée par le chaos de ma famille. Pour la première fois, je ne réagissais pas. Je décidais. Et quelque part à travers la ville, je savais que mes parents réalisaient quelque chose de terrifiant. La fille qu'ils avaient rejetée comme un fardeau ne demandait plus à être incluse. Elle se tenait sur leur chemin. Le palais de justice sentait le vieux papier et l'air recyclé. Un lieu où les arguments allaient pour être dépouillés de leur émotion et mesurés en faits. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que j'avais besoin de calme avant que la pièce ne se remplisse de voix qui avaient autrefois contrôlé ma vie. Vivant était déjà là, assise avec son ordinateur portable ouvert, ses lunettes de lecture perchées bas sur son nez. Elle a levé les yeux quand je me suis approché et m'a fait un petit signe de tête, du genre qui disait que tout se déroulait exactement comme prévu. Ils ont attaqué de manière agressive, a-t-elle dit sans préambule, mais de façon brouillonne. J'ai pris le siège à côté d'elle, lissant mon manteau sur mes genoux. Ils confondent toujours la force avec la stratégie. Elle a souri faiblement. Cette supposition va leur coûter cher. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient assis avec leur avocat. La posture de ma mère était rigide, les mains jointes fermement sur ses genoux. Mon père se penchait en avant, chuchotant brusquement, la mâchoire serrée. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il n'y avait aucune chaleur, seulement du calcul. J'ai soutenu son regard calmement, puis j'ai détourné les yeux. Le juge est entré, et la salle s'est levée à l'unisson. Alors que nous nous rasseyions, l'atmosphère est passée de tendue à chirurgicale. Il ne s'agissait pas de savoir qui parlait le plus fort.
Il s'agissait de savoir qui était préparé. L'avocat de la partie adverse s'est levé le premier, se lançant dans un récit bien rodé sur l'inquiétude, la protection et la responsabilité familiale. Des mots comme « instabilité » et « influence indue » flottaient dans la pièce, soigneusement choisis pour paraître compatissants tout en étant blessants. Vivant a attendu. Quand ce fut son tour, elle se leva lentement, sa voix stable et sans hâte. « Votre honneur » commença-t-elle. Cette requête ne vise pas à protéger des actifs. Elle vise le contrôle. Elle a exposé la chronologie, pièce par pièce. Le transfert d'actions, les évaluations médicales documentées, la surveillance juridique indépendante sur laquelle mon grand-père avait insisté. Chaque fait tombait avec une précision silencieuse. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Le juge écoutait, jetant parfois un coup d'œil aux documents projetés sur l'écran. Mes parents se sont agités mal à l'aise. Leur avocate a tenté une interruption, mais le juge l'a repoussée d'un geste. « Maître, dit-il sèchement, laissez-la finir. » Vivant a conclu par une phrase qui a semblé résonner. On demande à ce tribunal d'intervenir, non pas parce que ma cliente est inapte, mais parce qu'elle n'est plus docile. Le silence a suivi. Le juge s'est adossé, les doigts joints. « Je ne vois aucun motif pour un gel d'urgence », a-t-il dit finalement. La documentation soutient la validité du transfert. Ma mère a eu une inspiration brusque. Mon père regardait droit devant lui, son expression illisible. La motion a été rejetée. Alors que nous nous levions pour partir, mon père s'est tourné vers moi, sa voix basse et urgente. Ce n'est pas fini. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé, et je n'ai ressenti que de la distance. Pour moi, si. Dehors, l'air d'hiver m'a frappé le visage, vif et revigorant. Vivant a marché à mes côtés, ses talons claquant avec assurance contre le trottoir. « Vous avez bien géré ça » a-t-elle dit. Aucune réaction, vous n'avez pas mordu à l'hameçon. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu doucement. Elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. C'est à ce stade qu'ils vont intensifier sur le plan émotionnel. Culpabilité, peur, pression publique. J'ai hoché la tête. Laissez-les faire. L'escalade est venue plus tôt que prévu. Le soir même, une histoire avait circulé parmi la famille élargie. Des messages inquiets sont arrivés de tantes et de cousins que je n'avais pas vus depuis des années, tous reprenant le même thème. Nous nous inquiétons pour toi. Tes parents sont anéantis. Ça ne te ressemble pas. J'ai lu chaque message une fois, puis je les ai archivés. Cette nuit-là, Daniel a appelé. Ils ont contacté plusieurs actionnaires minoritaires, a-t-il dit, essayant de former une coalition. Pour faire quoi? Ai-je demandé. Forcer un vote. Créer l'apparence d'un mécontentement interne. Je me suis adossé au comptoir, réfléchissant. Qui les écoute? Certains, a-t-il admis, mais la plupart attendent de voir comment vous allez réagir. J'ai souri légèrement. Alors laissons-les attendre. Le lendemain matin, j'ai assisté à mon premier déjeuner d'actionnaires. La pièce bourdonnait de conversations feutrées quand je suis entré. Les conversations se sont brièvement interrompues, les yeux me suivant avant de reprendre à un volume plus bas. J'ai reconnu plusieurs visages des rapports annuels et des profils d'entreprise. Des gens qui avaient toujours existé à la périphérie du monde de mon père. Une femme en blazer marine s'est approchée la première, tendant la main. « Je voulais vous rencontrer » a-t-elle dit chaleureusement. « Votre grand-père parlait en bien de vous. » Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. « Merci. Il comptait beaucoup pour moi. » Au fil de l'heure, d'autres ont suivi. Des questions posées avec précaution, des observations partagées discrètement. J'ai écouté plus que je n'ai parlé, apprenant où se situaient les loyautés et où les doutes persistaient. Pas une seule fois je n'ai mentionné mes parents. Cette absence parlait plus fort que n'importe quelle accusation. Plus tard dans l'après-midi, ma mère est apparue sans prévenir à mon immeuble. Le portier a appelé pour m'informer, sont-on prudent? Elle insiste sur le fait que c'est urgent, a-t-il dit. J'ai fermé brièvement les yeux. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle dit qu'elle ne partira pas. J'ai expiré lentement. Alors dites-lui qu'elle viole une propriété privée. Il y a eu une pause, puis, compris.
Elle est partie 10 minutes plus tard. Ce soir-là, j'ai rouvert l'enveloppe. Le papier était froissé maintenant, familier. J'ai tracé les mots que mon grand-père avait écrits, les laissant m'ancrer. Ne confonds pas l'obligation avec l'amour. J'ai alors réalisé que ce chapitre de ma vie ne consistait pas à vaincre mes parents. Il s'agissait de désapprendre l'instinct de me justifier auprès d'eux. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon de réunions et de victoires silencieuses. Les banques ont tenu bon. Le conseil d'administration est resté prudent mais respectueux. L'influence de mes parents s'est évanouie à chaque appel sans réponse. Un après-midi, Daniel m'a envoyé un message qui m'a fait marquer une pause. Il se prépare à vendre des actifs personnels. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Pour couvrir les déficits, a-t-il répondu. Et les frais de justice. L'image de mes parents se démenant à huis clos aurait dû me satisfaire. Au lieu de cela, elle m'a laissé vide. Cette nuit-là, je suis retourné au parc où je m'étais assise quelques jours plus tôt. Le banc était froid, les arbres nus, mais l'air semblait différent maintenant, plus léger. J'ai pensé à la fille qui s'était tenue pieds nus sur un porche, tenant un sac poubelle, croyant qu'elle n'avait rien. J'aurais aimé pouvoir lui dire ce que je savais maintenant. Que le silence pouvait être une force. Que le pouvoir ne s'annonçait pas toujours. Que la survie n'était que le début. Quand mon téléphone a vibré, je m'attendais à un autre numéro inconnu. Au lieu de cela, c'était Daniel. Ils ont demandé une médiation, a-t-il dit. J'ai fermé les yeux, sentant le poids du moment. À quelles conditions? Les vôtres, a-t-il répondu. J'ai souri pour moi-même, un sourire lent et silencieux. Pour la première fois, le combat ne consistait pas à être entendu. Il s'agissait de choisir si je voulais parler du tout. Et alors que je me levais pour quitter le parc, la neige commençant à tomber doucement autour de moi, je savais une chose avec une certitude absolue. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai debout. La salle de médiation était plus petite que je ne l'avais imaginé, délibérément neutre, avec des murs beiges et une longue table ovale qui obligeait tout le monde à se faire face. Pas de podium, pas de siège surélevé, juste des gens et les vérités qu'ils ne pouvaient plus éviter. Je suis arrivé la première, non pas parce que je voulais l'avantage, mais parce que je voulais calmer mes nerfs avant de les revoir. Le silence pesait autour de moi alors que je prenais un siège près de la fenêtre. Dehors, la circulation avançait péniblement dans les rues boueuses, la vie ordinaire continuant pendant que ma famille se préparait à affronter ce qu'elle avait passé des décennies à nier. Vivance est assise à côté de moi, aussi calme que jamais, consultant des notes sur sa tablette. Elle a levé les yeux. Souvenez-vous, a-t-elle dit doucement. Il ne s'agit pas de réconciliation. Il s'agit de limites. J'ai hoché la tête. Je sais. Le sais-tu vraiment? A demandé une petite voix en moi. Ou espères-tu encore qu'ils diront quelque chose qui fera moins mal? La porte s'est ouverte et mes parents sont entrés avec leur avocat. Les yeux de ma mère se sont immédiatement posés sur moi, cherchant quelque chose de familier sur mon visage. Mon père a évité de me regarder, la mâchoire serrée. Nous nous sommes levés brièvement, puis nous nous sommes assis. Le médiateur, un homme d'âge mûr aux yeux fatigués et au calme étudié, s'est éclairci la gorge. Il a expliqué les règles, le but, l'objectif de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces mots semblaient lointains, comme s'ils étaient destinés à une autre pièce, une autre famille. Quand il a terminé, il a fait un geste vers mes parents, vous avez demandé cette médiation. Vous pouvez commencer. Ma mère a joint ses mains, ses doigts se tordant. Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets, a-t-elle dit, la voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Pour toi. Pour les choix que tu fais. J'ai fixé la table, la légère égratignure près du bord, pour m'ancrer. Mon père s'est penché en avant. Cette situation est devenue incontrôlable, a-t-il dit. Des disputes publiques, des menaces légales. Ce n'est bon pour personne. Pour l'entreprise, ai-je dit doucement. Il a tressailli, puis s'est ressaisi. Pour la famille. J'ai levé les yeux alors. Vous m'avez mise à la porte. Ma mère a eu une inspiration brusque. C'était une dispute. Les émotions étaient vives. Vous avez fermé la porte à clé derrière moi, ai-je dit d'un ton égal. En hiver. Le silence est tombé.
Le médiateur s'est agité, mal à l'aise. La main de Vivant a brièvement frôlé la mienne. Un rappel que je n'étais pas seul. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous avons fait une erreur, a-t-il dit avec raideur. Mais cela ne justifie pas ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. Utiliser les actifs de ton grand-père contre nous, a-t-il lâché. C'était là, la vérité dépouillée de tout prétexte. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Ce ne sont pas vos actifs. Ils étaient destinés à soutenir la famille, a dit rapidement ma mère. Ils étaient destinés à me soutenir, moi, ai-je répondu. C'est ce qu'il a décidé. Ses yeux ont brillé. Tu nous déchires. J'ai senti une attraction familière dans ma poitrine, l'instinct de m'excuser, d'adoucir, de leur faciliter les choses, même à mes propres dépens. Je l'ai reconnu maintenant pour ce qu'il était. Un conditionnement. Je n'ai rien déchiré, ai-je dit lentement. Je suis sorti de l'endroit où vous m'aviez piégé. Mon père a ricané. Tu exagères toujours. Vivant s'est penché en avant alors, sa voix calme mais ferme. Avec tout le respect que je vous dois, cette médiation n'est pas l'endroit pour réécrire l'histoire. Les faits documentés sont clairs. Le médiateur a levé doucement la main. Recentrons-nous. Quel résultat cherchez-vous aujourd'hui? Mes parents ont échangé un regard. Nous voulons qu'elle renonce au contrôle de vote, a dit mon père, au moins temporairement, jusqu'à ce que les émotions se calment. J'ai ri doucement, incapable de me retenir. Le son m'a surprise moi-même. Non, ai-je dit. Le visage de ma mère s'est décomposé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. La position de ton père est en danger. J'ai incliné la tête. Vous m'avez dit que j'étais un fardeau, un passif, quelqu'un qui ne contribuait en rien. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, a-t-elle dit rapidement. C'est ce que vous avez dit, ai-je répondu, à plusieurs reprises. Mon père a frappé légèrement sa main sur la table. Tu es vindicative. J'ai soutenu son regard fermement. Je suis honnête. Le médiateur a regardé entre nous. Y a-t-il un compromis que vous seriez prête à envisager? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du moment. C'était le tournant, l'endroit où l'histoire pouvait bifurquer. Oui, ai-je dit finalement. Mes parents se sont penchés en avant à l'unisson. Je suis prête à envisager des options qui protègent l'entreprise, ai-je poursuivi, pas celles qui restaurent votre contrôle sur moi. Les yeux de mon père se sont plissés. Telles que une gouvernance professionnelle, ai-je dit, une surveillance indépendante, une prise de décision transparente. Cela sape le leadership, a-t-il lâché. Cela remplace l'autorité non contrôlée, a corrigé Vivant. Ma mère a secoué la tête. Il s'agit de nous punir. Non, ai-je dit doucement. Il s'agit de ne plus jamais vous laisser me punir. Les mots ont semblé être une libération, comme si quelque chose de lourd était enfin déposé. Le médiateur a griffonné des notes. Peut-être devrions-nous faire une courte pause. Pendant la pause, je suis resté près de la fenêtre, regardant la neige recommencer à tomber. Vivant m'a rejointe. Tu t'es bien débrouillé, a-t-elle dit doucement. J'ai l'impression d'être au bord de quelque chose, ai-je admis. Comme si je faisais un faux pas, je retomberais dans mes vieilles habitudes. Elle m'a étudié d'un air pensif. Vous ne reculez pas, vous traversez. Quand nous avons repris, mes parents semblaient différents, moins certains, moins calmes. Mon père a de nouveau parlé, sa voix plus basse. Si tu ne nous aides pas, l'entreprise pourrait en souffrir. Je me suis tourné vers lui. Vous m'avez appris que les conséquences sont la façon dont les gens apprennent. Ma mère a tendu la main vers la mienne sur la table. J'ai reculé instinctivement. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement mais fermement. Elle a reculé comme si elle avait été frappée. Le médiateur s'est éclairci la gorge. Il semble qu'il y ait peu de terrain d'entente. C'est parce que nous ne partageons pas la même définition de la famille, ai-je dit. La session s'est terminée sans accord. Alors que nous nous levions pour partir, mon père m'a arrêté près de la porte. Tu penses que tu as gagné? A-t-il dit doucement. Mais le pouvoir isole. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un homme terrifié de perdre sa pertinence.
Le contrôle isole, ai-je répondu. La connexion, non. Je suis sorti sans attendre sa réponse. Dehors, l'air était vif et pur. Vivant a expiré à côté de moi. Ils ont montré leur jeu. Ils le font toujours, ai-je dit. Plus tard dans la nuit, seul dans mon appartement, j'ai repassé la journée dans mon esprit. Les accusations, les supplications, l'attraction familière de la culpabilité. Cela ne m'a pas saisi comme avant. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un email au conseil d'administration. Ni défensif, ni émotionnel, juste factuel, exposant ma position, mes attentes, ma volonté d'agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Quand j'ai cliqué sur envoyer, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Le lendemain matin, un message de Daniel est arrivé. Il panique, a-t-il écrit. Et le conseil vous écoute. J'ai fermé brièvement les yeux, absorbant le poids de cela. Cet après-midi-là, ma mère a envoyé un dernier message. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre. L'intention n'efface pas l'impact. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville bouger en dessous de moi. Quelque part dans ces rues se trouvaient des gens vivant des vies épargnées par la dynamique qui avait défini la mienne. J'ai de nouveau pensé à mon grand-père, à la manière silencieuse dont il m'avait préparé pour ce moment sans jamais le dire à voix haute. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Et alors que la neige tombait régulièrement dehors, j'ai compris quelque chose de profond. Partir ne signifiait pas que j'avais perdu ma famille. Cela signifiait que j'avais cessé de me perdre moi-même. La salle de conseil était plus froide que dans mon souvenir. Pas en température, mais en ambiance. Le genre de froid qui s'installe dans les os quand le pouvoir change de main et que personne ne veut l'admettre. Je suis arrivé de nouveau en avance, non pas par habitude cette fois, mais par intention. Je voulais m'asseoir à la table avant tout le monde et sentir ce que c'était que de prendre de la place sans m'excuser. La longue table de verre reflétait les lumières du plafond comme une plaque de glace. Des cartons nominatifs étaient soigneusement disposés, la plupart familiers des conversations entendues et de la vénération chuchotée dans la maison de mes parents. C'étaient les personnes que l'on m'avait appris à craindre, celles dont mon père recherchait l'approbation comme de l'oxygène. Les personnes qui n'avaient jamais appris mon nom jusqu'à maintenant. Daniel est entré discrètement et a pris le siège à côté de moi. Il a placé un mince dossier devant moi, son expression calme mais alerte. Les banques ont finalisé leur position ce matin, a-t-il dit à voix basse. Elles gèlent la ligne de crédit à moins qu'un plan de restructuration formel ne soit approuvé par la majorité des actionnaires. J'ai hoché la tête. Donc, cette réunion est importante. Elle décide si l'entreprise respire ou suffoque. Un par un, les autres sont arrivés. Quelques-uns m'ont fait un signe de tête poli. D'autres ont évité mon regard. Quand mes parents sont entrés en dernier, la pièce a de nouveau changé d'atmosphère. Les épaules de mon père étaient raides. Ses mouvements plus brusques que d'habitude. Ma mère serrait son sac à main comme un bouclier. Ils se sont tous les deux figés en me voyant assise à la table. Pas sur la chaise des visiteurs, pas contre le mur. À la table. La chaise en face de la mienne a raclé bruyamment alors que mon père la tirait pour s'asseoir. Il ne m'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. La tension qui émanait de lui suffisait. Le siège à la tête de la table est resté vide jusqu'à l'arrivée de la présidente par intérim. Une femme aux cheveux d'argent et aux yeux qui ne manquaient rien. Elle a pris son siège et a balayé la pièce du regard. Commençons, a-t-elle dit calmement. Nous sommes ici parce que l'entreprise fait face à une crise de liquidité et que les banques ont clairement exposé leurs conditions. Elle a fait signe au directeur financier de commencer. Des graphiques sont apparus à l'écran. Marge en baisse, délai de plus en plus serré, un déficit prévisionnel qui a fait que plusieurs personnes se sont agitées sur leur siège. Quand la présentation s'est terminée, le silence a suivi. Ce n'est pas durable, a finalement dit quelqu'un. Non, a convenu la présidente, c'est pourquoi nous avons besoin d'un consensus. Son regard s'est déplacé délibérément autour de la table, puis s'est posé sur moi. En tant qu'actionnaire significative, a-t-elle dit, nous aimerions connaître votre position. La tête de mon père s'est redressée d'un coup. Avant que je puisse parler, il s'est penché en avant. C'est très irrégulier,
a-t-il dit brusquement. Elle n'a aucune expérience opérationnelle. Je me suis tourné lentement vers lui. Toi non plus quand tu as commencé. Quelques murmures ont parcouru la pièce. La présidente a levé la main. L'expérience peut être discutée. L'autorité ne peut être ignorée. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. C'était le moment que mes parents n'avaient jamais imaginé. Celui pour lequel mon grand-père s'était préparé sans jamais le décrire. Je ne suis pas ici pour démanteler l'entreprise, ai-je commencé. Je suis ici pour assurer sa survie. Mon père a ricané doucement. À quel prix? J'ai croisé son regard. La transparence. Le mot est resté en suspens dans l'air comme un défi. J'ai continué. Les banques ne demandent pas de miracle. Elles demandent de la gouvernance, une surveillance indépendante, une atténuation des risques. Cela sape le leadership, a de nouveau lâché mon père. Cela renforce la responsabilité, ai-je répondu d'un ton égal. La présidente a hoché la tête. Que proposez-vous? J'ai ouvert le dossier que Daniel m'avait donné et j'ai fait glisser des copies sur la table. Un comité de restructuration intérimaire, des conseillers indépendants, des limitations temporaires sur les décisions exécutives unilatérales. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Tu essaies de dépouiller ton père de son autorité. Je l'ai regardé calmement. J'essaie de sauver l'entreprise. Quelqu'un plus loin à la table s'est éclairci la gorge. Si nous ne nous conformons pas, les banques se retirent. Et si nous le faisons? A demandé un autre. Il prolonge la ligne de crédit, a dit doucement le directeur financier. Avec des conditions, la présidente a croisé les mains. Alors la question est de savoir si le conseil est prêt à accepter ces conditions. Le visage de mon père a rougi. C'est une trahison. Je n'ai pas élevé la voix. Non, c'est de la gestion avisée. La pièce est de nouveau tombée dans le silence, plus lourd cette fois. La présidente a finalement parlé. Nous allons mettre cela au vote. Mon cœur battait la chamade, mais ma posture est restée immobile. Une par une, les mains se sont levées, hésitantes au début, puis plus fermes. Quand le décompte a été terminé, le résultat était indéniable. La motion est passée. Mon père a fixé la table comme si elle l'avait personnellement trahi. Les yeux de ma mère passaient des visages autour d'elle, cherchant un allié qui n'était pas là. La présidente s'est tournée vers moi. Vous ferez partie du comité. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Alors que la réunion était levée, des conversations ont éclaté à voix basse. Les gens rassemblaient des papiers, consultaient leur téléphone, évitaient le regard de mes parents. Daniel s'est penché vers moi. Vous venez de devenir indispensable, a-t-il murmuré. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme. Dans le couloir à l'extérieur de la salle de conseil, mon père m'a rattrapé, sa voix tendue de fureur contenue. Tu as planifié ça, a-t-il sifflé. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers lui. Tu as planifié tout le reste. C'était juste inévitable. Ma mère nous a rejoints, les yeux brillants de larmes non versées. Tu aurais pu nous prévenir. J'ai essayé, ai-je dit doucement. Pendant des années. Elle a tendu la main vers mon bras. Nous sommes tes parents. J'ai reculé. Et ceci est ma limite. Ils sont restés là, stupéfaits, alors que je m'éloignais. Ce soir-là, la nouvelle a éclaté publiquement. Les analystes ont salué le changement de gouvernance décisif. Les banques ont confirmé leur soutien provisoire. L'action s'est stabilisée. Mon téléphone a vibré de messages auxquels je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi et je me suis assise par terre dans mon appartement, le dos contre le canapé, les chaussures encore aux pieds, laissant la journée s'installer dans mes os. J'ai pensé à l'enfant à qui on avait dit qu'elle était un fardeau. L'adulte qui avait été mise à la porte pour avoir refusé de porter le risque de quelqu'un d'autre, et la femme qui tenait maintenant l'avenir de l'entreprise entre ses mains, non pas par vengeance, mais par responsabilité. On a frappé à la porte. Je me suis figé un instant, puis je me suis levé et j'ai ouvert. Daniel se tenait là, tenant 2 tasses de café. J'ai pensé que vous en auriez besoin, a-t-il dit. J'en ai pris une, la chaleur se propageant dans mes paumes. Merci.
Il a hésité. Comment allez-vous, vraiment? J'ai considéré la question. Étrangement stable. Il a souri. C'est ça, le pouvoir. Pas celui qui fait du bruit. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer. Quelque part en ville, mes parents rejouaient probablement la réunion dans leur esprit, essayant de trouver le moment où le contrôle leur avait échappé. Ils me blâmeraient. Ils blâmeraient tout le monde. Ils ne se remettraient pas en question. Et pour la première fois, ce n'était pas ma responsabilité. J'ai pris mon téléphone et j'ai rouvert l'enveloppe, lisant les mots de mon grand-père à la lueur de la lampe. Utilise ceci pour vivre libre. Dehors, la ville bourdonnait de mouvement, ignorant la révolution silencieuse qui avait eu lieu derrière des murs de verre et des tables polies. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose de solide prendre racine. Pas de la vengeance, pas de la colère. De l'autorité. Et c'était à moi de la porter, que ma famille l'accepte ou non. Le silence après le vote du conseil d'administration était plus assourdissant que n'importe quelle dispute qui l'avait précédé. Il m'a suivi pendant des jours, s'installant dans des appels téléphoniques qui ne venaient jamais, des emails qui s'arrêtaient en pleine phrase, et des couloirs où les conversations cessaient un peu trop brusquement quand je passais. L'entreprise était toujours debout, mais l'illusion du contrôle absolu de mon père s'était brisée. C'est à ce moment-là que la vraie panique a commencé. Ça a commencé doucement. Une augmentation soudaine de mails internes marqués, urgent. Des réunions programmées et annulées dans la même heure. Des consultants arrivant et repartant comme des pompiers poursuivant un incendie qui ne cessait de se rallumer. Daniel me transmettait des résumés, jamais de commentaires. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Je pouvais lire entre les lignes maintenant. Ils étaient aux abois. Le 3e jour, le premier article est paru. Une chronique économique disséquant la restructuration, veillant à ne pas attribuer de blâme, mais impossible à mal interpréter. Les mots « changement de gouvernance » et « influence des actionnaires » sont apparus plus d'une fois. Les analystes ont salué la décision comme étant attendue depuis longtemps. Ils l'ont qualifiée de nécessaire. Mon père n'a été mentionné qu'une seule fois, en passant. Cette omission l'a blessé plus que n'importe quelle critique n'aurait jamais pu le faire. Ma mère a appelé ce soir-là. J'ai laissé sonner. Non pas parce que j'avais peur de répondre, mais parce que j'apprenais quelque chose de nouveau. Le silence n'était plus de l'évitement. C'était un choix. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était plus douce que dans mon souvenir, usée sur les bords. Nous devons parler, a-t-elle dit. Ton père ne va pas bien. Je l'ai supprimé. L'appel suivant est venu de mon frère. Son nom sur l'écran m'a noué l'estomac d'une manière que mes parents ne le faisaient plus. Il avait toujours été plus calme, moins conflictuel, mais jamais de mon côté non plus. Le silence, dans son cas, avait toujours été une forme d'acquiescement. J'ai répondu. Que veux-tu? Ai-je demandé. Il a expiré. Ils sont en train de sombrer. Je sais. Il te rejette la faute, a-t-il ajouté, comme si cela pouvait me surprendre. Je me suis adossé au comptoir de ma cuisine, regardant les lumières de la ville s'allumer par la fenêtre. Ils le font toujours. Il y a eu une pause. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je n'étais pas obligé de sauver l'entreprise. Ai-je demandé calmement. Non, a-t-il dit. Tu n'étais pas obligé de les humilier. J'ai ri doucement. Je n'ai humilié personne. Je me suis présenté. Une autre pause, plus longue cette fois. Ils disent que grand-père aurait détesté ça, a-t-il dit. Les mots ont atterri comme une étincelle sur quelque chose de sec et de vieux en moi. Alors il ne le connaissait pas du tout. Il n'a pas argumenté. Il ne le pouvait pas. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté très immobile, laissant le moment passer sans le poursuivre. Cette nuit-là, Daniel m'a envoyé un message. Il liquide des actifs personnels, a-t-il écrit doucement. Des propriétés, des investissements. J'ai fermé les yeux. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement une douleur lointaine là où l'espoir vivait autrefois. L'escalade suivante a pris la forme d'une invitation, un dîner de famille. L'email était soigneusement formulé, envoyé depuis le compte de ma mère, mais clairement révisé par quelqu'un d'autre. Lieu neutre, conversation médiatisée,
pas d'avocat. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Vivant. Sa réponse a été immédiate. N'y allez pas seul et n'y allez pas en attendant une conclusion. J'y suis allé quand même, non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que je voulais les voir sans les murs d'un tribunal ou d'une salle de conseil entre nous. Je voulais savoir qui ils étaient quand ils n'avaient plus de levier. Le restaurant était calme, discret, le genre d'endroit choisi pour signifier le sérieux. Mes parents étaient déjà assis quand je suis arrivé. Mon père semblait plus petit que dans mon souvenir, son costume plus ample, sa posture tendue. Ma mère s'est levée en me voyant, les mains se tordant. « Merci d'être venu », a-t-elle dit rapidement. J'ai hoché la tête et j'ai pris le siège en face d'eux. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis mon père s'est éclairci la gorge. « Tu as fait passer ton message. » J'ai incliné la tête. Ce n'était pas le but. Ses yeux se sont posés sur les miens, vifs et pleins de ressentiment. « Tu as tout déstabilisé. » Je l'ai stabilisé, ai-je répondu. « Tu n'aimes juste pas le coup. » Ma mère a tendu la main sur la table, s'arrêtant juste avant de me toucher. Nous ne savions pas que ça tournerait si mal. J'ai soutenu son regard fermement. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais écouté. Elle a tressailli. Mon père s'est adossé, croisant les bras. Alors, qu'est-ce que tu veux? A-t-il demandé. Des excuses? Le contrôle? Une place à la table? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la question en suspens entre nous, lourde et non résolue. Je veux que vous arrêtiez, ai-je dit finalement. Arrêtez quoi? A murmuré ma mère. Arrêtez d'essayer de réécrire le passé. Arrêtez de prétendre que c'est une question de famille alors que ça a toujours été une question de pouvoir. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu te crois meilleur que nous maintenant? J'ai secoué la tête. Je me crois libre de vous. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Mon père a détourné le regard. Je ne suis pas venu ici pour vous punir, ai-je poursuivi. Je suis venu vous dire que c'est ici que ça se termine. Vous n'avez plus le droit de m'appeler quand vous avez peur. Vous n'avez plus le droit de me culpabiliser quand vous perdez le contrôle. Tu es notre fille, a dit faiblement ma mère. Et je ne suis pas votre filet de sécurité, ai-je répondu. Nous sommes restés là en silence, le cliquetis des couverts et le murmure des autres convives remplissant l'espace où la compréhension aurait dû être. Quand je me suis levé pour partir, mon père a parlé une dernière fois. Tu le regretteras. Je me suis arrêté, la main sur le dos de la chaise. J'ai déjà regretté tout le reste. Je suis sorti sans me retourner. Les retombées ont été immédiates. Les emails de la famille élargie sont devenus plus vifs. Plus masqués par l'inquiétude. Les accusations ont remplacé les questions. Des mots comme « égoïste » et « froide » sont apparus plus d'une fois. Je les ai tous archivés. Publiquement, l'entreprise a continué à se redresser. En privé, l'influence de mes parents s'est évaporée. Les invitations qu'ils recevaient autrefois ont cessé d'arriver. Les appels sont restés sans réponse. Le pouvoir est invisible jusqu'à ce qu'il disparaisse. Un après-midi, alors que je passais en revue des documents avec Daniel, il a levé les yeux de son ordinateur portable. Il y a autre chose. J'ai levé les yeux. Quoi? Ils font l'objet d'une enquête, a-t-il dit avec précaution. Pour fausses déclarations financières, de vieux dossiers. J'ai expiré lentement. Est-ce que ça a un rapport avec moi? Non, a-t-il dit. C'est antérieur à vous. C'était inévitable. J'ai hoché la tête. C'était la partie que personne n'avait jamais comprise. Les conséquences n'apparaissaient pas de nulle part. Elles attendaient patiemment. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai rouvert l'enveloppe. Non pas parce que j'avais besoin d'être rassuré, mais parce que j'avais besoin de perspective. Les mots de mon grand-père m'ont rappelé que le but n'avait jamais été de gagner. Il s'agissait de refuser de porter ce qui n'était pas à moi. Plus tard dans la nuit, je suis resté sur le balcon, regardant la ville s'installer dans l'obscurité. Quelque part là dehors, mes parents regardaient probablement la même ligne d'horizon, réalisant que le monde ne se pliait plus à leurs désirs. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix.
Pas de la joie, pas du soulagement. De la clarté. La fille qu'ils avaient mise à la porte n'était pas revenue pour supplier. Elle n'était revenue que le temps de fermer la porte correctement. Et cette fois, c'était de l'intérieur. Le premier vrai calme est arrivé des semaines après la confrontation, s'insinuant dans ma vie si doucement que je l'ai à peine reconnu. Pas d'appels urgents, pas de menaces légales déguisées en sollicitude. Pas de messages soudains exigeant des explications que je ne devais plus. Juste de l'espace. Je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que je n'avais pas regardé mon téléphone depuis des heures. Non pas par discipline, mais parce que rien en moi ne se sentait attiré par lui. Cette absence de tension était nouvelle. C'était comme se tenir dans une pièce où un bourdonnement constant s'était enfin arrêté, laissant derrière lui un silence si profond qu'il en résonnait. L'entreprise se stabilisait plus vite que prévu. Le comité de restructuration se réunissait 2 fois par semaine, parfois plus, et chaque réunion ébranlait un peu plus la mythologie que mon père avait construite autour de lui. Les décisions étaient désormais discutées ouvertement. Les risques étaient documentés au lieu d'être enterrés. Pour la première fois, les chiffres disaient la vérité. Daniel était assis en face de moi lors d'une de ces réunions, tapotant son stylo contre un rapport imprimé. Les banques sont satisfaites, a-t-il dit. Elles prolongent la ligne de crédit entièrement, à plus long terme cette fois. Quelques personnes ont expiré doucement. J'ai hoché la tête une fois. Alors nous avançons. Pas d'applaudissements, pas de scène, juste du progrès. Après la réunion, l'un des membres les plus âgés du conseil m'a approché dans le couloir. Il était plus âgé, aux cheveux d'argent, quelqu'un qui avait bien connu mon grand-père. « Vous me rappelez lui » a-t-il dit doucement. J'ai fait une pause. « De quelle manière ?»« Vous écoutez » a-t-il répondu. « Et vous ne confondez pas le bruit avec la force. » Je l'ai remercié, les mots s'installant chauds et stables dans ma poitrine. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Vivant. Son bureau était aussi précis que jamais. La lumière du soleil coupant son bureau en ligne nette. L'enquête sur vos parents est en cours, a-t-elle dit de manière factuelle. Elle s'étend. J'ai senti le serment familier, mais il est passé rapidement. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Rien, a-t-elle répondu. Vous n'êtes pas impliqué. Au contraire, vous êtes protégé. Je me suis adossé à la chaise. Ils essaient toujours de me joindre. Elle a haussé un sourcil. Comment? Par d'autres personnes, de vieux amis, des parents éloignés. Elle a hoché la tête. C'est prévisible. Quand le contrôle direct échoue, ils cherchent des portes dérobées. Je ne réponds pas, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu. Vous n'avez pas besoin de justifier vos limites. Plus tard dans la soirée, je suis retourné à la maison où j'avais grandi, non pas pour entrer, juste pour la voir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté dans la voiture, les mains posées nonchalamment sur le volant. L'endroit semblait plus petit maintenant, moins imposant que dans mon souvenir. Les lumières étaient allumées, mais les fenêtres semblaient sombres d'une certaine manière, comme si la chaleur qui y avait autrefois vécu s'était depuis longtemps dissipée. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la distance. Une voisine est passée, quelqu'un qui me connaissait depuis l'enfance. Elle a ralenti en me voyant, offrant un sourire timide. On ne vous a pas vu depuis un moment, a-t-elle dit. J'ai déménagé, ai-je répondu simplement. Elle a hoché la tête, puis a hésité. Vos parents, ils ont l'air stressés. J'ai croisé son regard calmement. Ils ont fait des choix. Elle n'a pas argumenté. Elle a juste soupiré et a continué son chemin. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Je n'avais plus à défendre la vérité. Elle tenait toute seule. Les semaines ont passé. Les saisons ont commencé à changer. L'hiver relâchant son emprise sur la ville. J'ai emménagé dans un nouvel endroit. Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que je voulais des murs qui ne m'avaient pas entendu pleurer, des pièces qui ne résonnaient pas de vieilles disputes. La première nuit là-bas, je me suis assise par terre, entouré de boîtes non ouvertes, et j'ai ri doucement de moi-même. Pas un rire hystérique, un rire doux, le genre qui vient quand on réalise qu'on a survécu à quelque chose qui semblait autrefois impossible. J'ai encadré la lettre de mon grand-père et je l'ai accrochée au-dessus de mon bureau, non pas comme un rappel d'argent ou de pouvoir,
mais de confiance. Un après-midi, mon frère s'est présenté à l'improviste. Je ne l'avais pas vu depuis le dîner. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte, mais quelque chose m'a dit que c'était différent. Il avait l'air fatigué, plus âgé, moins certain. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine, la distance entre nous à la fois familière et nouvellement étrange. « Ils ne vont pas bien », a-t-il dit doucement. « Je sais. Ils pensent que tu as planifié ça, que tu voulais les détruire. » J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais vivre. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je ne les ai pas arrêtés. Non, ai-je convenu doucement. Il a dégluti. J'aurais dû. L'aveu flottait dans l'air, fragile et tardif. Je ne te demande pas de choisir un camp, ai-je dit. J'ai déjà fait ça. Il a hoché lentement la tête. Je voulais juste que tu saches. Je le vois maintenant. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation, un angle. Je n'en ai trouvé aucun. Juste du regret. Prends soin de toi, ai-je dit. Il s'est levé, hésitant. Toi aussi. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je n'ai pas ressenti de conclusion, mais j'ai ressenti autre chose. De l'acceptation. Le coup final à l'illusion de mes parents est venu discrètement, sans spectacle. Une lettre de démission de mon père citant des « raisons personnelles ». Une brève déclaration publiée à la presse. Pas de scandale, pas d'arc de rédemption, juste une fin. L'entreprise a continué. Moi aussi. Un soir, je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer, pensant à la façon dont le pouvoir avait toujours été présenté comme quelque chose de bruyant, quelque chose que l'on saisissait. Personne ne m'avait parlé du pouvoir du refus, de se choisir soi-même sans avoir besoin de permission. J'ai pensé à la fille qui s'était tenue dans le froid avec un sac poubelle et aucun plan, croyant qu'elle n'était rien. J'aurais aimé pouvoir lui dire que la pire chose qui lui soit arrivée était aussi le début de tout ce qui comptait. Que le fait d'être mise à la porte avait forcé l'ouverture d'une porte qu'elle n'aurait jamais franchie autrement. Mon téléphone a vibré. Un message de Daniel. Le conseil a approuvé votre proposition à l'unanimité. J'ai souri. Pas un grand sourire, pas un sourire triomphant, juste un vrai sourire. J'ai tapé une réponse simple et j'ai mis le téléphone de côté. L'avenir s'étendait devant moi. Incertain, mais à moi. Plus de précipitation, plus de rétrécissement, juste un sol stable et la connaissance tranquille que j'avais mérité chaque pas en avant. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre décide de ma valeur. Je la connaissais déjà. Le printemps est arrivé discrètement, sans annonce, comme le vrai changement le fait toujours. Un matin, je suis sorti et j'ai réalisé que l'air ne mordait plus ma peau. La ville semblait plus légère, comme si elle avait retenu son souffle tout l'hiver et qu'elle le laissait enfin aller. Moi aussi. La crise qui définissait autrefois chaque pensée éveillée s'était estompée en quelque chose de gérable, presque lointain. Pas disparu, pas oublié, mais plus assez tranchant pour m'ouvrir. L'entreprise était stable. Le conseil fonctionnait. Les décisions avançaient sans peur ni manipulation, et mes parents n'étaient plus l'axe autour duquel ma vie tournait. Cette prise de conscience m'a frappé le plus durement le jour où j'ai reçu l'avis final du tribunal. Il est arrivé dans une enveloppe ordinaire. Rien de dramatique. Pas de sceaux imposants, pas de langage menaçant, juste une confirmation, toutes les demandes rejetées, plus de qualité pour agir. Je me suis assise à mon bureau et j'ai lu la lettre 2 fois. Non pas parce que je ne la comprenais pas, mais parce qu'une partie de moi s'attendait encore à ce que le sol se dérobe sous mes pieds. Pendant des années, chaque victoire avait été suivie d'une punition. Chaque limite par des représailles. Cette fois, rien ne s'est passé. Pas d'appel téléphonique, pas de message, pas d'urgence soudaine conçue pour me ramener. Juste le silence. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond, laissant la vérité s'installer dans mes os. C'était fini. Pas au sens cinématographique, pas avec des excuses, une rédemption ou une réconciliation larmoyante, mais fini de la seule manière qui comptait. Il n'avait plus accès à moi. Cet après-midi-là, je me suis promené sans but. Pas de destination, pas de réunion à laquelle me presser, pas de document attendant d'être examiné.
J'ai erré dans des rues où j'avais vécu pendant des années, mais que je n'avais jamais vraiment vues, toujours trop occupé à survivre pour les remarquer. Un fleuriste sortait des seaux de tulipes. Un enfant riait quelque part derrière moi. Le rythme ordinaire de la vie pressait doucement contre mes sens. Pour la première fois, je ne me préparais pas à un impact. Dans un petit café, j'ai commandé un café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les gens aller et venir, des couples se disputant doucement, des amis se penchant près l'un de l'autre, des étrangers partageant un espace sans connaître leurs histoires. Je me suis demandé combien d'entre eux portaient des histoires comme la mienne. Combien avaient appris tôt que l'amour venait avec des conditions, que l'appartenance était quelque chose que l'on méritait, pas quelque chose que l'on vous donnait. Mon téléphone a vibré. Un message de Daniel, le conseil demande si vous envisageriez un rôle permanent. J'ai souri faiblement. Il y a quelques mois, cette question m'aurait fait paniquer. Syndrome de l'imposteur. Peur de dépasser les bornes. La vieille voix chuchotant que je n'avais pas ma place à la table. Maintenant, cela semblait possible. J'ai tapé en retour, parlons-en. La réunion a été fixée pour la semaine suivante. En attendant, je me suis concentré sur quelque chose que j'avais négligé pendant des années, moi-même. Je me suis inscrite à un cours que j'avais toujours voulu suivre. J'ai commencé à voir un thérapeute qui ne me voyait pas comme un problème à résoudre, mais comme une personne à comprendre. J'ai dormi sans me réveiller avec des disputes imaginaires dans ma tête. Et lentement, morceau par morceau, j'ai récupéré des parties de moi que j'avais enterrées pour survivre. Un soir, en triant de vieilles boîtes, j'ai trouvé un album photo que je n'avais pas ouvert depuis des années. La plupart des photos étaient de réunions de famille, de sourires crispés et d'un bonheur soigneusement mis en scène. Puis j'en ai trouvé une de mon grand-père et moi. J'étais jeune, assis sur ses genoux, riant de quelque chose juste hors du cadre. Il avait l'air détendu d'une manière que je me souvenais rarement avoir vue en présence de mes parents. J'ai tracé le bord de la photo avec mon doigt. Tu savais, n'est-ce pas? Ai-je pensé. Tu as vu ça venir. Cette nuit-là, j'ai rêvé de lui pour la première fois depuis que tout avait commencé. Il n'a rien dit. Il s'est juste tenu à côté de moi, la main posée sur mon épaule, me regardant avancer seul. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti de la gratitude. La réunion du conseil est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. La pièce semblait différente maintenant, moins chargée, moins théâtrale. Les gens parlaient honnêtement. Les désaccords étaient gérés sans jeu de pouvoir. Quand la présidente m'a demandé si j'accepterais un siège permanent, j'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Oui, ai-je dit, à certaines conditions. Quelques sourcils se sont levés. Je ne suis pas ici pour remplacer une autorité centralisée par une autre, ai-je poursuivi. Je veux des systèmes qui survivent à toute personne. Il y a eu une pause, puis des hochements de tête. Approbation unanime. Alors que la réunion était levée, quelques membres se sont approchés pour me féliciter. D'autres ont simplement souri, reconnaissant le changement sans avoir besoin de le nommer. Je suis sorti du bâtiment en me sentant plus grande, non pas à cause du poste, mais parce que je ne m'étais pas trahi pour le mériter. Ce soir-là, mon frère a envoyé un message. Ils vendent la maison. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je ne m'y attendais. La maison, l'endroit où j'avais appris à être silencieuse, à disparaître, à croire que l'amour avait des limites. J'ai tapé une réponse simple, j'espère qu'ils trouveront la paix. C'était vrai, non pas parce qu'ils méritaient le pardon selon mon calendrier, mais parce que je ne voulais plus porter le poids de leur souhaiter du mal. Leur histoire n'était plus à moi de la gérer. Une semaine plus tard, j'ai visité la tombe de mon grand-père. L'herbe était plus verte maintenant, l'air assez chaud pour s'asseoir confortablement sur le banc de pierre à proximité. J'ai apporté des fleurs simples, rien d'extravagant. Je vais bien, ai-je dit à voix haute, me sentant seulement un peu ridicule. Mieux que bien. Je lui ai parlé du siège au conseil, de la stabilisation de l'entreprise, du calme, d'apprendre qui j'étais quand personne ne regardait. Je ne suis plus en colère, ai-je admis. Pas comme avant. J'ai posé ma main contre la pierre fraîche. Merci, ai-je murmuré, de m'avoir vu. Quand je me suis levé pour partir, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Non pas parce que le passé n'importait plus, mais parce qu'il ne me définissait plus. De retour à la maison,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à esquisser des plans pour le prochain trimestre. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour ma vie. Voyager, apprendre, créer quelque chose à moi. Un avenir construit non pas sur la réaction, mais sur l'intention. Alors que la nuit tombait, les lumières de la ville s'allumaient une par une. Je suis resté près de la fenêtre, les regardant briller. Chacune un rappel que la vie continuait dans 1000 directions à la fois. Je n'étais plus piégé dans un seul récit. J'avais des choix. Et alors que je me détournais de la vitre, prête à me reposer, une pensée s'est installée tranquillement dans mon esprit. La fille qu'ils appelaient un fardeau était devenue quelque chose de bien plus dangereux pour leur vision du monde. Elle était devenue entière. Et rien ne les terrifiait plus qu'une femme qui n'avait plus besoin de leur permission pour exister. La maison était silencieuse de la manière dont seuls les nouveaux départs le sont. Ni vide, ni solitaire, juste en attente d'être remplie. La lumière du matin se déversait sur les parquets, attrapant la poussière dans l'air comme de minuscules étincelles. J'étais pieds nus dans la cuisine, le café réchauffant mes mains, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Personne ne me pressait. Personne ne regardait pour voir si je faisais quelque chose de mal. Personne ne mesurait ma valeur par ce que je pouvais leur donner. Pour la première fois de ma vie d'adulte, le silence n'était pas une punition. C'était la paix. Cette maison n'était ni grande ni impressionnante selon les normes extérieures. Pas de portail, pas de hall d'entrée en marbre, pas de pièce conçue pour impressionner des invités qui ne nous connaissaient jamais vraiment. Elle était modeste, intentionnelle et entièrement à moi. Je l'ai choisie parce qu'elle semblait humaine, parce qu'elle avait des fenêtres qui attrapaient le soleil de l'après-midi et un porche où l'on pouvait s'asseoir sans jouer le bonheur pour personne d'autre. J'ai posé ma tasse et j'ai traversé le salon, le bout de mes doigts effleurant le dos du canapé, m'ancrant dans la réalité physique de cette vie. Les murs étaient encore nus, mais cela semblait juste. Je n'étais pas pressé de les remplir de souvenirs pour l'instant. Je voulais d'abord vivre dans le calme. Plus tard dans la matinée, j'ai déjeuné avec Daniel. Nous étions assis dans un petit restaurant près du bureau, le genre d'endroit où les gens vont pour réfléchir, pas pour être vus. Il m'a étudié par-dessus son verre d'eau et a souri. « Vous avez l'air différente », a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. Bien différente, ou inquiétante différente? Ancrée, a-t-il répondu. Comme quelqu'un qui a enfin atterri. J'ai hoché lentement la tête. C'est exactement ce que je ressens. Il s'est adossé à sa chaise. Le conseil est impressionné, non seulement par le résultat, mais par la façon dont vous avez tout géré. Pas de grands discours, pas de représailles. Je ne voulais pas de vengeance, ai-je dit doucement. Je voulais sortir. Il m'a étudié un moment. Vous avez obtenu plus que ça. Je savais qu'il avait raison. Après le déjeuner, j'ai pris un chemin plus long pour rentrer, conduisant sans la radio, laissant mes pensées dériver. J'ai longé des rues familières qui semblaient autrefois des pièges, des endroits où j'avais marché la tête baissée, les épaules tendues, me préparant à un jugement qui ne venait jamais vraiment des étrangers. Il était toujours venu de l'intérieur, de voix que l'on m'avait appris à intérioriser. Quand je suis arrivé à la maison, un paquet attendait sur le porche, sans nom d'expéditeur. Mon pouce est accéléré avant que je ne puisse l'arrêter, de vieux instincts s'enflammant. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que la peur ne me possédait plus. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un livre. L'écriture de mon grand-père était griffonnée sur la page de garde. Je l'ai reconnu instantanément, ma gorge se serrant. Pour quand tu seras prête à vivre, pas seulement à survivre. Je me suis affalé sur le canapé, le poids du livre lourd dans mes mains. J'ai dû rester assise là pendant 1 heure, ne faisant rien d'autre que respirer, laissant cette phrase résonner en moi. Je ne les avais pas seulement survécus. Je les avais dépassés. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour la première fois depuis des semaines. Rien de compliqué, juste un repas simple mangé lentement à la petite table à manger près de la fenêtre. J'ai allumé une bougie sans raison particulière et je me suis laissé apprécier le rituel ordinaire de prendre soin de mon propre corps. Après le dîner, je suis sorti sur le porche. Le quartier était calme, parsemé de lumière douce et du faible bourdonnement du trafic lointain. Quelque part dans la rue, quelqu'un a ri. Ailleurs, une porte s'est refermée doucement. La vie continuait. J'ai pensé à mes parents alors, non pas avec colère, mais avec clarté.
Ils vivaient avec les conséquences de choix qu'ils avaient fait bien avant que je ne leur tienne tête. Leur perte n'était pas la perte de contrôle de l'argent ou de l'influence. Leur véritable perte, c'était moi. Et pour la première fois, j'ai compris que ce n'était pas ma responsabilité de réparer cela. Une semaine plus tard, les derniers papiers sont arrivés. Tout était réglé, tout était confirmé. L'héritage, les actions, les limites. J'ai signé mon nom d'une main ferme. Non pas parce que j'étais sans peur, mais parce que je me faisais enfin confiance. Cet après-midi-là, j'ai de nouveau visité la tombe de mon grand-père. L'herbe était fraîchement coupée, l'air chaud et calme. J'ai posé le livre à côté des fleurs que j'avais apportées et j'ai souri doucement. Tu avais raison, ai-je dit à voix haute. Surtout. Je lui ai parlé de la maison, du siège au conseil, d'apprendre à me reposer sans culpabilité, de découvrir que le pouvoir n'avait pas besoin de ressembler à la domination pour être réel. Je n'essaie plus de prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Je vis, tout simplement. Quand je me suis tourné pour partir, le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le cimetière. Je n'ai ressenti aucune lourdeur, aucune affaire inachevée, juste de la gratitude. De retour à la maison, j'ai déballé la dernière boîte. À l'intérieur se trouvaient de petites choses que j'avais transportées d'un endroit à l'autre sans jamais vraiment les regarder. De vieux carnets, une tasse ébréchée, une écharpe que j'avais portée la nuit où j'avais été mise à la porte. J'ai tenu l'écharpe un moment, puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai placée au fond du placard. Non pas comme un rappel de la douleur, mais comme une preuve que j'y avais survécu. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche, enveloppée dans une couverture, regardant les étoiles apparaître une par une. J'ai pensé au nombre de personnes qui se croyaient coincées parce que les gens qui leur faisaient du mal les avaient convaincues qu'elles étaient impuissantes. J'avais cru cela aussi, autrefois. J'aurais aimé pouvoir tendre la main à travers l'obscurité et leur dire ce que je savais maintenant. Que être rejeté par des gens qui ne valorisent que le contrôle n'est pas un échec. Qu'être appelé un fardeau par ceux qui exploitent l'amour n'est pas la vérité. Que parfois, être mis à la porte est le premier pas vers la vie que vous étiez censé avoir depuis le début. À l'intérieur, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Alors que je me levais pour entrer, je me suis arrêté sur le seuil, une main posée sur le cadre de la porte. Cet endroit, cette vie, cette version de moi. Rien de tout cela n'existait parce que je m'étais battu plus fort. Cela existait parce que j'avais cessé de mendier une place à des tables qui ne savaient que consommer. Je m'étais choisi. Et si vous écoutez ceci en ce moment, si une partie de mon histoire vous semble inconfortablement familière, je veux que vous entendiez ceci clairement. Votre valeur ne se mesure pas à la quantité de douleur que vous pouvez endurer pour des gens qui refusent de changer. Votre force n'est pas prouvée en restant là où vous êtes diminué. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir discrètement et de construire quelque chose de mieux sans l'annoncer. Si cette histoire a résonné en vous, j'adorerais connaître vos pensées. Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes même qui étaient censées vous protéger? Avez-vous déjà dû vous choisir quand personne d'autre ne le ferait? Partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de la lire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires de force tranquille, de justice inattendue et de découverte du pouvoir sans perdre son humanité, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement la fin de mon histoire. C'est la preuve que de nouveaux départs sont possibles, même après tout ce que vous pensiez qui vous briserait.